Les infections, je rappelle que la première cause de décès en post-greffe immédiate, la première année, c'est l'infection, le sepsis, ou virale, ou bactérien, ou fongique. L'hypertrophie gingivale, qui est une complication également de la cyclosporine essentiellement. L'hirsutisme avec la cyclosporine, qui peut être très gênant chez les femmes. Et puis les cancers et les syndromes lymphoprolifératifs, dont l'incidence, malheureusement, va augmenter au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'acte chirurgical, du fait de l'immunosuppression et les désordres biologiques. Alors les interactions médicamenteuses des anticalcinorines, tout à l'heure Véronique en a parlé un petit peu avec le délursan pour la cyclosporine. Effectivement, il y a beaucoup d'interactions puisque ce sont des molécules qui sont métabolisées par des cytochromes P450 et donc il faut être très vigilant avec les autres médicaments qui sont donnés aux patients. Donc les plus connus, c'est les macrolides, et éviter les macrolides chez les patients qui ont des anticalcinorines, en particulier l'érythromycine, les imidazolés, et puis les antiprotéases, mais ça on les utilise actuellement en post-greffe, et on sait qu'il faut diminuer de façon très importante le taux de tacrolimus ou le taux de cyclosporine quand on est en traitement antiviral C, parce qu'il y a des modifications de posologie très importantes. Ensuite, au niveau des autres médicaments, il peut y avoir effectivement des interactions entre CEL7 par exemple et la cyclosporine, et on doit un peu adapter les doses en fonction des associations. Ne pas oublier que l'immunosuppression entraîne une contre-indication définitive à des vaccins vivants, en particulier la fièvre typhoïde pour les patients qui sont un peu voyageurs. Alors les effets indésirables autres du CEL7 et de l'Immurel, eh bien c'est surtout la pancytopénie, qui malheureusement parfois nous conduit à arrêter ce traitement, et les infections opportunistes, ainsi que la diarrhée, une mauvaise tolérance digestive. La surveillance, c'est surveiller l'apparition de signes d'infection évocateurs de cancer, pas de vaccin vivant. Et la surveillance, elle va être un peu adaptée en fonction donc, des différentes molécules. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus l'Immurel en immunosuppression chez un patient greffé. On utilise surtout le CEL7, les anticalcinorines et dorénavant, sûrement, les vérolimus de plus en plus. Avec les vérolimus, il y a une surveillance nécessaire au niveau cutané, au niveau des aftes buccaux qui peuvent être importants, au niveau du bilan lipidique, des hypercholestérolémies et triglycéridémies. Des pneumopathies interstitielles ont été décrites et surtout il faut faire une protéinurie avant le traitement et surveiller secondairement. Alors la posologie, ça j'ai voulu vous mettre quand même quelques dias sur la posologie parce que souvent on me pose la question et on me dit j'adapte en fonction de la concentration. Eh bien je pense qu'en fait en post-greffe il faut être assez élevé pour éviter le rejet aigu, mais on a des molécules puissantes, et plus on va s'éloigner de la greffe, en dehors d'indication de la maladie auto-immune, et plus on va diminuer l'immunosuppression. L'objectif, c'est pas d'être dans le taux résiduel. L'objectif, c'est d'avoir un patient qui va bien, qui a un bilan hépatique normal, qui n'a pas de récidive de sa maladie, et qui a une fonction rénale qui reste préservée, avec une immunosuppression la plus basse possible. Donc ici, vous avez la possibilité de faire des AUC, qui sont donc des aires sous la courbe, avec des taux à 0, 1 heure et 3 heures, avec des AUC cibles qui varient. Et le résiduel, en général, en post-greffe immédiate pour la cyclosporine, c'est entre 250 et 350. Et quand le patient est stable, on s'éloigne. Et moi, j'ai des patients qui sont à 30 nanogrammes par millilitre, actuellement en résiduel, avec un bilan normal. La posologie du prographe, sachez qu'actuellement, on a 90% des patients qui sont transplantés hépatiques qui sont sous prographe. C'est l'immunosuppression la plus puissante. La cyclosporine est quasiment plus utilisée que dans les indications de cirrhose virale C, ayant montré une inhibition in vitro du virus de l'hépatite C. Et là, pareil, on a la possibilité de faire des AUC, et votre objectif sera au début d'être vers 10 nanogrammes par millilitre, et secondairement de vous éloigner et d'être en dessous de 5 nanogrammes par millilitre. Donc il ne faut pas être complètement obsédé par le résiduel, il faut essayer d'être toujours au plus bas possible pour le patient. Le certican ici, vous avez les posologies qui peuvent être indiquées, et puis les effets secondaires, puisque c'est une molécule un peu moins connue que j'ai voulu un peu plus développer, et secondairement les zones thérapeutiques. Retenez que pour le certican en général, on peut l'associer avec un anticalcinorine, et donc on est dans des résiduels entre 4 et 5, et puis quand on veut le donner pour l'action anti-angiogénique et éviter la récidive du carcinome hépatocellulaire, on se situe entre 8 et 10 nanogrammes. Au total, la protocole d'immunosuppression standard actuellement en 2013, c'est une corticothérapie, rapidement arrêtée en 6 mois à 1 an, sauf s'il y a une maladie auto-immune sous-jacente, des anticalcinorines et du CEL7. C'est vraiment le protocole qui est utilisé de façon standard. L'objectif, c'est prévenir le rejet aigu et chronique,
Et pour optimiser l'adaptation de ces traitements, l'objectif, c'est également de faire des suivis thérapeutiques pharmacologiques. Et nous avons le professeur Marquet, qui est vraiment reconnu de façon nationale et internationale pour le suivi thérapeutique pharmacologique des anticalcinorines et du CEL7. Alors, actuellement, il faut diminuer les effets secondaires. Insuffisance rénale, c'est l'objectif principal. L'hypertension, le diabète de nouveau, l'hypercholestérolémie, les cancers, les lymphomes et toutes les complications qui peuvent survenir favorisées par l'immunosuppression. Il faut tendre à avoir une tolérance et diminuer au maximum. Donc ici, c'était une étude américaine. En fait, il y a une erreur. C'était des greffés qui étaient greffés depuis plus de 10 ans. Et c'était une cohorte de patients qui avaient été greffés entre 90 et 94, donc avec des immunosuppressions qui étaient plus élevées qu'aujourd'hui. Et les causes de décès hépatiques étaient 24%. Essentiellement, il y avait des causes de décès également extra-hépatiques, tumorales, infectieuses, cardiovasculaires et rénales. Donc on voit que les patients, malheureusement, peuvent décéder de l'action négative des immunosuppresseurs. Les facteurs de risque étaient un diabète avant la greffe, une insuffisance rénale préexistante avant la greffe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certains malades qui arrivent au syndrome hépatorénal, qui sont transplantés, c'est un facteur de risque. Et également la cirrhose alcoolique, du fait de la persistance parfois d'un tabagisme, voire d'une reprise de l'alcool. Les rejets chroniques étaient peu importants et les complications métaboliques étaient majeures, 50%. Essentiellement diabète, hypertension artérielle à 75%, dyslipidémie et obésité pour 25% des malades. Il faut retenir que l'insuffisance rénale est vraiment un effet secondaire majeur des immunosuppresseurs et qu'on se retrouve avec des patients qui ont des clérances de la créate en dessous de 30 ml, avec des patients qui, à 10 ans, atteignent 25% de clearance en dessous de 30 ml, c'est-à-dire une insuffisance rénale très importante, et ce, du fait des toxicités des anticalcinorines et des pathologies préexistantes. Autres effets secondaires sont les tumeurs, qui sont multipliées par 2,5 à 10 ans de la transplantation, essentiellement cutanées, et également les lymphomes, le côlon, ORL pour les cirrhoses alcooliques, le Kaposi pour l'herpès virus 8. Le risque est augmenté en particulier dans les cholangioschlérosantes primitives pour les malades qui ont des MICI et qui ont donc un facteur de risque de cancer du côlon, et également les malades qui sont transplantés pour cirrhose alcoolique, puisqu'ils ont malheureusement parfois des cancers ORL du poumon n'ayant pas arrêté le tabac. Alors l'IRC, l'insuffisance rénale chronique chez les transplantés, c'est vraiment notre principal facteur secondaire de l'immunosuppression, et vous le voyez sur cette diapositive à 10 ans, on voit que c'est un problème majeur. Donc c'est un défi qui est bien connu dans la transplantation. L'objectif, c'est d'éviter les molécules néphrotoxiques et c'est d'utiliser des immunosuppresseurs qui soient les moins élevés possibles, les réduire, les retarder, les arrêter, les éviter. Beaucoup de choses ont été testées. Et puis éventuellement faire des associations pour éviter l'insuffisance rénale. Alors il y a eu des essais, en particulier des doses standards de tacrolimus versus des doses réduites de tacrolimus plus CEL7, et ceci marche bien, effectivement. Il y a moins de survenue d'insuffisance rénale, à terme, 42% versus 24%, dans le bras, où on a introduit le CEL7 avec le tacrolimus, ce qui permet de diminuer la dose de tacrolimus et donc de diminuer la toxicité des anticalcinorines. Autre essai, dans cette étude qui s'appelle RESPECT, eh bien c'est l'introduction tardive d'une dose réduite de tacrolimus et préserver la fonction rénale. Donc on avait des bras tacrolimus standard, tacrolimus plus CEL7, c'est ce qu'on fait souvent, et puis tacrolimus plus CEL7 associé à daclizumab et qu'on faisait à J1, J7 plus la corticothérapie. Et là, il n'y avait pas de différence en termes de rejet et on avait une meilleure fonction rénale. Enfin, cette étude, qui est vraiment l'étude Princeps actuellement en 2013, c'est H2304, elle a été publiée dans American Journal of Transplantation, et cette étude a permis en fait de donner l'AMM aux certicants en transplantation hépatique. Les résultats à 2 ans, on avait 3 bras, un bras où il y avait le tacrolimus qui était associé à la corticothérapie et avec l'éverolimus, un bras tacrolimus standard, et un bras où on avait essayé d'arrêter le tacrolimus précocement, mais ce bras a dû être stoppé car il y avait trop de rejet, car il est exact que le certicant n'est pas un excellent anti-rejet et que donc il est préférable de l'associer avec des petites posologies d'anticalcinorines. Et donc dans cette étude, qui a porté multicentrique, en prospective randomisée, qui a porté sur 719 transplantés hépatiques, il y avait ici la proportion des patients sans événement, qui était le critère composite principal qui comportait la perte de greffon, le décès ou les rejets. Vous voyez qu'il n'y avait pas de différence entre les 2 bras, everolimus plus tacrolimus ou tacrolimus standard. Ici, les critères composites et ses composants, pareil, on n'avait pas de différence
en termes de rejet de part du greffon ou de décès. Ici, en termes d'incidence des événements indésirables graves, vous avez des taux qui sont à peu près équivalents dans les deux bras à 2 ans. En termes d'incidence de tumeurs malignes, on avait environ 10% dans les deux bras de survenue de tumeurs malignes. Ça vous montre bien la problématique chez ces patients. Hein, vous voyez, cancer cutané, Kaposi, cancer colorectal et cancer ORL. Et en fait, l'impact sur la fonction rénale était bon, puisqu'en fait, ça permettait de préserver un débit de filtration glomérulaire qui était plus important que le bras où il n'y avait que le tacrolimus, ce qui voudrait dire que l'utilisation de Certican 1 mois après la greffe permettrait de préserver la fonction par rapport à un schéma standard. Dans cette diapositive, il était montré également que le niveau d'exposition aux anticalcinurines après transplantation prédisait la récidive de cancer hépatocellulaire et de récidive. C'est-à-dire que plus on était élevé en anticalcinurines, et plus le risque de récidive du CHC à court terme était élevé. Vous voyez, c'était 27% versus 15% dans le bras où on avait essayé de diminuer au maximum l'anticalcinurine, ce qui prouve bien qu'il faut être vigilant dans le long terme, mais également dans le court terme. Donc à Limoges, on a un système expert qui permet d'adapter de façon bayésienne les immunosuppresseurs. C'est un service gratuit qui est possible pour tous les centres hospitaliers en France, avec un suivi thérapeutique adapté en fonction de l'immunosuppresseur qui est testé. On a le projet de faire un suivi thérapeutique pour le tacrolimus en transplantation hépatique puisqu'il a été validé en transplantation rénale. Ici, vous avez la page de pharmacologie quand on fait la demande. Et ensuite, on vous rend le résultat avec en fait des dosages qui sont faits à 30 minutes, à 60 minutes, à 1 heure et qui peuvent permettre d'avoir une posologie et d'adapter en fonction de l'AUC que vous ciblez. C'est-à-dire que vous allez donner, pour une AUC de 30, vous allez donner 750 mg de CEL7, et pour une AUC de 60, vous serez à 1500 mg. Enfin, pour terminer, comme je suis à une journée médico-chirurgicale et qu'il y a beaucoup d'endoscopistes, je me suis dit qu'avec les immunosuppresseurs, ça n'allait pas être gagné tout de suite. Je vais terminer par dire que l'incidence cumulée des adénomes est plus élevée chez les transplantés hépatiques versus la population générale. Donc ce sont des patients qui sont à risque de faire un cancer colorectal et d'avoir également des polypes. Et en fait, ce risque, il est corrélé à la dose de tacrolimus dans les 4 premières années. Donc, chez ces patients, on ne doit pas oublier de faire la consulte dermato annuelle, de faire arrêter l'alcool et le tabac. Alcool, normalement, c'est avant, mais bon, éviter la reprise. D'avoir une évaluation nutritionnelle, d'avoir une évaluation avec le cardiologue, puisque l'hypertension artérielle touche 75% des patients. Le néphrologue est absolument indispensable, vu la toxicité des immunosuppresseurs. Et bien sûr, adresser toujours nos patients pour faire une coloscopie de contrôle en post-greffe. Je vous remercie.